Ce jeudi 11 février s'est tenue la commission de la FIA, une réunion avec la FIA, Liberty Media, la société qui gère la Formule 1, et les écuries. Et au cours de ce meeting, il s'est passé des choses très intéressantes dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Avant d'entrer dans les gros sujets, on commence par 3 petites informations rapides. Tout d'abord, le circuit de Portimao au Portugal sera bel et bien la 3e manche du championnat, une nouvelle attendue mais réjouissante, j'adore ce circuit. Ensuite, le nombre de journées de test pour les pneus Pirelli 18 pouces passe de 25 à 30 jours. Enfin, un renforcement du budget capé a été discuté. Si tu ne sais pas de quoi on parle, je te renvoie vers ma dernière vidéo sur les changements prévus pour cette saison, et si tu sais de quoi on parle, tu as pu te rendre compte que la F1 continue de pousser vers cette égalité salariale, et c'est très intéressant. Bon, c'était clairement pas les infos du siècle, mais selon moi ça méritait d'être cité. Bien, maintenant passons à du lourd, à du très lourd. Les moteurs seront gelés à partir de 2022. Alors non, rassure-toi, ça veut pas dire qu'on va rouler avec des blocs de glace dans le moteur, ça veut simplement dire que le développement des moteurs sera stoppé, sera gelé à partir de 2022. T'inquiète pas, je te résume tout et c'est un très gros sujet. Initialement, pour permettre une réduction des coûts, les moteurs devaient être gelés à partir de 2023. Mais en octobre dernier, Honda, qui fournit un moteur à Red Bull et à AlphaTauri, a annoncé qu'elle quitterait la Formule 1 après 2021, qu'elle ne serait plus là en 2022. À ce moment-là, Red Bull s'est retrouvé dans une situation extrêmement compliquée. Non seulement parce que la collaboration avec Honda commençait à apporter des résultats très sérieux, mais surtout car avoir un moteur quand on n'est pas manufacturier, c'est très compliqué. En Formule 1, il y a 2 types d'écuries concernant les moteurs, les fabricantes et les clientes. Côté fabricante, on a Mercedes, Ferrari et Renault qui fabriquent leurs propres moteurs et l'utilisent. Et ensuite, on a les clientes qui viennent acheter un moteur à un fabricant, McLaren et Williams prennent un moteur à Mercedes, Haas et Alfa Romeo prennent un moteur à Ferrari, et donc Red Bull et AlphaTauri prenaient un moteur à Honda. Sauf que, sans Honda, Red Bull était bien embêté pour couvrir l'exercice 2022, l'année juste avant le gel des moteurs. Il n'avait alors que 4 solutions. Tout d'abord, acheter un moteur à un autre fabricant, mais Mercedes et Ferrari ne leur prêteront jamais un moteur, et la seule option restante c'est Renault, mais vu comment ça s'est mal terminé il y a 2 ans, c'est mort. Deuxième solution, trouver un manufacturier hors de la Formule 1, comme je sais pas Ford par exemple, mais ça coûte très cher, et c'est surtout l'assurance d'avoir un moteur clairement moins bon que les autres la première année. Troisième solution, quitter la Formule 1. C'était la solution de dernier recours, mais elle a vraiment été envisagée vu la gravité de la situation. Ou alors, dernière solution, et c'est celle que Red Bull a choisie, racheter les plans du moteur à Honda et le faire tourner sans l'aide de l'écurie japonaise. Oui, mais avec un gel des moteurs en 2023, Red Bull aurait dû faire tourner et développer son moteur toute seule pendant la saison 2022, ce qui est extrêmement difficile et coûteux, c'était l'assurance de perdre beaucoup niveau puissance moteur. Pour parvenir à ces fins, la marque autrichienne avait donc besoin que le gel des moteurs n'intervienne pas en 2023, mais en 2022, au moment où il bénéficie de la dernière évolution de Honda. Et donc pendant des mois, ils ont fait pression, arguant qu'ils pourraient quitter la discipline sans un accord. Bref, tout ça pour dire qu'au final, ils ont réussi. Et cette décision prise ce jeudi est une grande victoire pour les hommes d'Helmut Marko et de Christian Horner. Mais alors, comment ça va se passer dans les faits? Eh bien, avant de geler, on va procéder à un alignement des performances. Et oui, sinon personne n'aurait accepté, et certainement pas Ferrari. Ça aurait été du suicide d'accepter un gel alors que son moteur est complètement sous-performant. Si la règle a été votée à l'unanimité, c'est que tout le monde a quelque chose à y gagner. Ils sont pas fous. Et là, vous allez me demander, mais comment diable va-t-on pouvoir aligner les performances de tous les moteurs de toutes les écuries? Ce à quoi je vais vous répondre qu'on ne sait pas encore comment faire. L'idée serait de créer une balance des performances qui autorise 2% d'écart entre la meilleure unité de puissance et la moins bonne. Pour y arriver, j'imagine que l'on va mettre en place des moyens de réduire les performances des meilleurs et de favoriser l'amélioration des plus mauvais, ce qui explique pourquoi Ferrari a voté oui. Bref, c'est encore bien le bazar, bonne chance à la FIA pour aligner les performances juste avant de les geler, on suivra les mesures qui sont prises. Autre question posée par ce gel des moteurs et cet alignement des performances, est-ce là l'ADN de la Formule 1? Et sur ce point, je suis d'accord avec Toto Wolff pour dire non. Comme on en avait déjà parlé, la F1 est un virage philosophique où elle cherche à être plus égalitaire et moins coûteuse.
La standardisation de certaines pièces, le budget capé ou encore le système de jetons pour la soufflerie, tout ça va dans ce sens. Et vu qu'un moteur ça coûte très cher et c'est très compliqué, eh ben oui, on en arrive à ce genre de décision avec un patron de la F1 qui déclare que c'est le bon choix pour toute la discipline. Mais la ligne entre standardisation et simplification est vraiment très fine, il faut faire attention à ne pas la dépasser, et pour moi sur ce point on la dépasse. La F1 c'est aussi un pôle d'innovation côté moteur, on se rappelle du V6 turbo de Renault, etc. Là on limite clairement l'innovation, la différence par l'intelligence, par les meilleurs choix. Voilà, je suis pas fan, on suivra ça, on attendra de voir pour juger. Pour finir sur les moteurs, la FIA a aussi annoncé la mise en place d'un groupe de travail chargé de définir les nouvelles règles pour la nouvelle ère moteur qui démarrera en 2025. Le plan c'est 2021, les équipes font leurs dernières améliorations, gel en 2022, 2023, 2024 et 2025, nouvelle ère, nouvelle génération de moteurs mis en place. Avec deux objectifs principaux, réduire les coûts et atteindre la neutralité carbone. Le groupe de travail va donc devoir se creuser la tête pour respecter 5 critères. Développement durable et cohérence automobile, un carburant éco-responsable, une puissance tout de même impressionnante et marquante, une réduction des coûts significative et un règlement attractif pour que d'autres écuries aient envie d'entrer en Formule 1 grâce à ça. Bonne chance les mecs. Mais on va finir cette vidéo par un sujet brûlant, un sujet qui fâche, un sujet qui me fâche, les courses sprint. C'est la nouvelle lubie de la Formule 1 et de son président Stefano Domenicali pour tenter de dynamiser les week-ends de Grand Prix, d'éviter que les voitures ne tournent à l'économie et d'intéresser un public plus jeune. Selon leur idée, les week-ends s'organiseraient ainsi. 1 heure d'essai libre le vendredi matin, suivie par la qualification le vendredi après-midi. Cette qualification donnerait l'ordre de départ de la fameuse course sprint qui se tiendrait le samedi et qui comporterait environ 100 km, soit 45 minutes de course, sans arrêt au stand obligatoire, et qui attribuerait des points aux 8 premiers, la moitié des points distribués le dimanche. Et l'arrivée de cette course sprint du samedi donnerait la grille de départ pour la course du dimanche qui elle reste inchangée. Ce format, la FIA veut le tester sur 3 week-ends de course cette saison en 2021, au Canada, à Monza et au Brésil, des circuits rapides, vifs, généralement spectaculaires et où il est facile de dépasser. Et donc ce projet a été présenté aux équipes ce jeudi, il n'y a pas encore eu de vote sur la question, mais je cite la FIA, toutes les équipes ont reconnu l'importance majeure d'engager les fans avec de nouvelles et inventives méthodes, créant un format plus excitant. Génial. Pour le moment, on n'en est qu'au stade de présentation et un groupe de travail a été chargé de définir la question de manière plus précise, mais malgré tout, il devrait bien avoir un vote avant le début de saison, un vote en commission où il y a 10 voix pour la FIA, 10 voix pour la F1 et 1 voix pour chaque équipe, ça fait 30 voix et il en faut 28 qui disent oui pour que le projet soit accepté. Bon, ça c'était pour l'aspect formel et informatif. Venons-en maintenant à mon avis, et autant vous le dire tout de suite, je suis à 100 000% contre ce projet. Je ne sais même pas par où commencer tellement mon désaccord est profond et sur tous les points possibles et inimaginables. Premier point, pourquoi vouloir changer un truc qui marche ? Déterminer la grille de départ avec les qualifications est à la fois historique, juste et spectaculaire. Ça fait la part belle à la performance sur un tour et nous offre toujours une heure d'action serrée. Si la F1 a un souci de compétitivité et de spectacle, ce n'est pas à cause de la qualification qui remplit parfaitement son rôle sur tous les plans et qui est d'une logique sportive et historique implacable. Ensuite, la FIA dit faire ça pour attirer les jeunes et les télévisions. Déjà, même si forcément je comprends, je regrette que l'aspect financier passe avant l'aspect sportif, mais surtout, je pense que ça ne marchera absolument pas. Les télévisions vont-elles réellement bénéficier du décalage des qualifications au vendredi après-midi, un moment où peu de monde peut être devant sa télévision comparé au samedi? Je n'en suis pas certain. Les télévisions vont-elles réellement bénéficier de cette explosion du nombre de courses? Je n'en suis pas certain non plus. Les calendriers à 25 Grands Prix sont déjà beaucoup trop longs et lourds qu'ils saoulent même les fans les plus hardcore. Alors je n'imagine pas si on rajoute 1 heure de course sur chaque événement, on se retrouve avec un trop-plein gigantesque de courses et ça dévalue le produit. Trop, c'est trop, on perd la rareté et l'excitation qui font toute l'attirance de la Formule 1. Et puis 45 minutes de course, est-ce vraiment plus télégénique et excitant qu'1 heure de qualification?
Là non plus, je suis pas sûr. Ensuite, il y a les jeunes, et c'est vrai que c'est une vraie question. Attirer les jeunes vers le sport est de plus en plus difficile, et la Formule 1 ne déroge pas à la règle. Les jeunes préfèrent les contenus courts et spectaculaires consommés rapidement sur les réseaux sociaux. Donc, on compte vraiment attirer ces jeunes-là en leur proposant 45 minutes de course en plus que les 1h30 déjà prévues le dimanche. Ils vont vraiment être attirés par la Formule 1 alors qu'on comprend absolument rien à ce système avec 2 qualifications, 2 événements qui donnent des points. C'est vraiment ça notre plan pour attirer les jeunes ? Sincèrement, pour moi, c'est ni novateur, ni excitant, ni jeune, ni surprenant, ni une méthode qui va attirer du monde. Bref, pour moi, c'est un non-sens total d'utiliser l'argument d'attirer un public plus jeune et de mettre une course d'1 heure. Je comprends pas. Pour moi, ça ne va absolument rien changer au problème. Autre point, la FIA dit vouloir favoriser le spectacle grâce à cette mesure. Spoiler, je ne suis pas convaincu non plus. Que va-t-il se passer ? Quand j'essaie d'imaginer ces courses sprint dans ma tête, je me dis qu'elles ne seront rien d'autre qu'un quart de la distance totale à parcourir sur l'ensemble du week-end. Et donc, les écuries vont gérer ça de manière très pragmatique, se contentant d'assurer pour préserver ses chances le dimanche. En plus, sans possibilité d'arrêt au stand et avec des réservoirs tous remplis au même niveau, il est impossible de tenter un coup stratégique. Les courses sprint ne sont donc que 45 minutes de préchauffage où les écuries vont tout faire pour ne pas perdre leur avantage avant la grande course de dimanche qui reste le point central du week-end. Et donc pour moi, les courses sprint ne vont être qu'une confirmation des qualifications. Les Mercedes vont s'envoler devant, les Haas et les Williams vont pas gagner de position grâce à la course sprint. Bref, c'est contre-productif. La seule chose qui pourrait se passer, c'est un crash au départ ou 2-3 petits changements sur la grille. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de tout chambouler pour ça ? Est-ce qu'on a vraiment envie que ce soit un crash au départ qui détermine une grille de départ ? Non, pas du tout. En fait, c'est même pire que ça, puisque ce système est injuste et contre-productif. Il va à l'encontre de la production de spectacles et il est totalement inégal. Et oui, les courses sprint, ça veut dire qu'on enlève beaucoup d'influence aux qualifications. Or, c'est le seul moment où, sur un tour, il est possible d'avoir une surprise et un exploit. Imaginons que George Russell réussisse un tour de malade en qualification et parte 7ème. Eh bien pour lui, la course sprint c'est une immense pénalité, il va devoir résister 100 km de plus à des voitures plus performantes. Résultat, il sera sûrement plus que 13ème ou 14ème pour le départ de la vraie course le dimanche et il n'aura aucune chance de marquer le moindre point. C'est nul et on peut aussi prendre ça à l'inverse. Imaginons qu'Hamilton sorte en Q2, la course sprint lui donne une occasion de se qualifier tout devant pour la vraie course. C'est nul. Autre argument en ma faveur, bon sang que c'est moche. Une seule heure d'essai durant tout le week-end, un système qui fait penser à celui des formules de promotion et qui enlève donc de la grandeur à la F1. Un ajout de points au cours du week-end qui rend les choses totalement délirantes puisqu'on peut désormais marquer 39 points au maximum, ce qui n'a aucun sens. C'est beaucoup trop et ça contribue à la dévaluation de la valeur d'un point, problème qu'on a déjà aujourd'hui et qu'on aggraverait donc avec ce système. Je continue. On fait comment pour les pôles ? On en attribue 2. Oh mon dieu que c'est laid et complètement contraire à 70 ans d'histoire. Ça remet en question l'entièreté du palmarès construit jusqu'ici. Et puis le mec qui finit premier de la course sprint, il a gagné quoi ? Une course ? Une pole ? On fait un podium ou on n'en fait pas ? Est-ce que ça lui compte comme une victoire en carrière ? Non. Bah, pourtant, il a gagné une course. Est-ce que ça lui compte comme une pole ? Bah non, la qualif c'est le vendredi. Mais pourtant, c'est lui qui part en pole de la vraie course du dimanche. Donc le poleman du Grand Prix pourrait ne pas avoir décroché la pole, techniquement. Et ça veut dire que le vainqueur de la course sprint ne gagnerait peut-être rien dans son palmarès. Pourtant, il a quand même gagné une course et les 12 points qui vont avec. Ça n'a clairement aucun sens historique ou logique, c'est débile. Plus j'y pense, plus je suis déçu que les écuries soient positives quant à ce projet-là. Encore une fois, on se retrouve avec des propositions idiotes, contre nature, contre-productives et qui ne vont absolument rien régler aux vrais problèmes. En course sprint, on va voir les mêmes soucis avec des voitures qui ont du mal à se suivre et à se dépasser et des performances trop déséquilibrées entre les écuries. C'est même un système qui va aggraver ces deux phénomènes et donc les rendre encore plus insupportables. Je pense sincèrement que la Formule 1 n'a pas besoin de projets farfelus comme les grilles inversées ou les courses sprint, il suffit de petits ajustements. Avec le retour de l'effet de sol et de voitures plus petites, la réglementation 2022 devrait favoriser la compétition. Pour le reste, pas besoin de révolution. Des zones DRS plus courtes, la fin de la règle des pneus en Q2, un calendrier plus sensé, et puis c'est tout.
Mais la mode est à ces changements de format pour apporter plus de spectacle et attirer les jeunes, ce qui, je pense, dans les deux cas, est une double erreur puisque ça ne marchera pas et c'est totalement pas nécessaire. À la limite, s'il faut changer quelque chose dans le format, on peut raccourcir le temps passé en piste lors des essais libres, mais c'est déjà ce qu'on fait cette année en enlevant 1 heure au total par week-end d'essais libres. Le format idéal selon moi, c'est 1h30 d'essais libres le vendredi après-midi, 1h30 le samedi matin, qualif samedi après-midi, course le dimanche. Comme ça, 3 heures d'essais libres, les équipes ont le temps de rouler, de tester. Les fans qui vont au circuit en ont pour leur argent. On a une qualif qui est belle, qui est magnifique, qui a un moment fort et qui donne lieu à une grille pour la vraie course. C'est parfait. Pourquoi tenter de mettre une grille inversée ou une course sprint? Sincèrement, ça me désabuse. Enfin bref, vous avez compris mon avis, je suis en désaccord total avec cette idée. J'attends désormais vos avis dans les commentaires, je serai vraiment très curieux de vous lire, je vous lirai avec attention et j'espère pouvoir avoir de beaux débats à ce sujet-là dans les commentaires. Bien, sur ce, on a fait le tour de toutes les grosses actus qui sont tombées ce jeudi. J'espère que ce petit point vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, au partage et à l'abonnement comme d'habitude. D'ailleurs, nous avons récemment passé les 12 000 abonnés sur la chaîne. C'est un truc de malade. Merci à tous du fond du cœur. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Et on se quitte avec une nouvelle phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que c'était mieux avant. Et cette fois, je crois que je suis de son avis. À bientôt.